Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Nous avons encore pas mal de choses à décrypter dans l'actualité cette semaine. On parlera évidemment des résultats de Nvidia. Philippe Ledon nous rejoint en toute fin de podcast pour parler dédollarisation, les risques et les conséquences. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Avant de prendre la direction des États-Unis, j'aimerais quand même, Guy, qu'on puisse faire un petit point sur ce qui s'est passé au niveau des résultats en Europe. Pour reprendre votre expression, on pourrait peut-être un peu parler de la semaine des dégelés. En l'occurrence, c'était compliqué pour Solvay cette semaine. Mais oui, absolument, hein, et en fait, semaine des dégelés parce que curieusement, il y en a eu d'autres aussi, plus ou moins logiques chez Proximus, -16% vendredi, ça sort quand même de l'ordinaire, mais aussi Argenix et UCB qui, en dépit d'excellents résultats, ont flanché de 6,5% sur la semaine. UCB, soit dit en passant, est passé dans un commentaire que j'ai vu hier, pour la valeur pharmaceutique la plus chère d'Europe, donc on pourrait y comprendre qu'il y ait des prises de bénéfices. Je ferme la parenthèse. Non, la grosse dégelée, c'est évidemment Syensqo, parce qu'alors là, Syensqo qui a flanché de 11,3% vendredi, après avoir s'être déjà effondré de plus de 30% jeudi, moins 38% et demi en 2 séances, clôture à 48,37 €. Ça, c'est un crash historique, disons-le franchement, hein. Est-ce que cette sanction des marchés elle était méritée? Les chiffres étaient à ce point mauvais? Mais disons que les chiffres, oui, les chiffres sont mauvais, ça c'est clair. Pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de plus de 11%, dont 6% à cause du taux de change et 5% pour les volumes. Volumes en baisse quand même. Bon, pas effondrement des volumes non plus, hein. L'EBITDA en baisse de 20%. Le cash flow opérationnel, ce sont les 2 notions qu'aiment beaucoup les analystes. Cash flow opérationnel, moins 27%, ça c'est quand même assez méchant. Et du coup, la marge d'EBITDA, entre parenthèses, passe en dessous des 20% pour l'année. Alors, ce qui s'est passé, c'est un véritable effondrement des polymères de spécialité dans l'électronique et l'automobile. Ces polymères de spécialité, rappelons-le, c'est notamment des matériaux très légers et très résistants qui remplacent l'acier, très utilisés dans, la construction des avions, pas encore beaucoup des automobiles, sauf de très haut de gamme, mais alors c'est d'utiliser aussi les matériaux de Syensqo dans les smartphones, par exemple. Et là, visiblement, il y a des soucis et d'ailleurs, le CEO Mike, Radosich, pardon, a avoué qu'il aurait un souci cette année-ci. Un gros client lui coûtera 30 millions d'EBITDA en 2026. Oui, il y a des problèmes et 2026, surtout, ne s'annonce pas mieux. On attend encore une petite, baisse de certains chiffres. Maintenant, l'EBITDA sous-jacent reviendrait à 1,1 milliard contre 1,140 milliard l'an dernier. C'est pas non plus un effondrement, hein, il faut bien le dire quand même. Après, j'ai quand même une petite question. J'ai l'impression que cette désillusion, elle est surprise. En tout cas, on pourrait avoir le sentiment que c'est une surprise dans le sens où, Ilham Kadri était quand même, adulé. Elle a reçu un bonus très, très confortable, une promesse de bonus très confortable, tout récemment. Du coup, comment est-ce qu'on explique ce revers? Mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que le marché ne s'attendait pas à des chiffres aussi mauvais. Bon, ils sont pas c'est pas un désastre absolu, mais le marché était assez confiant et les analystes étaient assez confiants jusqu'il y a peu. Ils n'ont pas encore eu l'occasion d'actualiser leurs conseils, hein, mais ils étaient plutôt à l'achat, donc clairement, le marché ne s'attendait pas à des chiffres aussi mauvais et comme vous le dites, c'est vrai, Ilham Kadri avait vendu la scission et vendu, Syensqo en devenant CEO d'ailleurs, la scission donc de fin 2023. On allait voir monts et merveilles. Donc il y a une différence monstrueuse entre ce qui avait été promis à l'époque et le résultat de l'exercice 2025. Le bonus, son bonus de 12 millions d'ailleurs, est-ce qu'elle l'a déjà elle y a déjà eu droit? Est-ce qu'elle y aura droit si ce n'est pas le cas? On ne connaît pas du tout les modalités de la chose. Certains avaient un petit peu graissé, des dents en disant: «Non seulement c'est beaucoup, mais c'est un peu prématuré». En fait, oui, c'est clairement prématuré. On ne connaît pas les conditions, encore une fois. On ne sait pas s'il va vraiment les empocher ou si c'est déjà fait. Mystère. Mais donc, des analyses qui n'ont pas encore, actualisé, ça veut dire en l'état, quel avis peut-on avoir sur Syensqo aujourd'hui?
Mais à défaut de pouvoir aller voir du côté des professionnels, ce que l'on pourrait quand même dire, c'est que à moins de 50 € l'action, pour rappel donc, elle a clôturé, vendredi à 48,37 €. On pourrait considérer, pour dire les choses très simplement, qu'on n'est pas volé, hein. Le groupe n'a pas du tout répondu aux attentes. 2026 ne sera toujours pas très bon. Enfin, il n'a pas plongé dans des pertes abyssales, on en est très loin. La génération de cash, est encore assez correcte, c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc voilà, on pourrait dire que c'est peut-être quand même, peut-être enfin une occasion d'achat pour ceux qui ont de la patience. En tout cas, je rappelle, osons le rappeler, que, chez Trends, nous avions conseillé Solvay début 2024 quand le cours du titre était à un bon 20 €. Ça nous paraissait un peu dérisoire. Nous n'avons par contre jamais conseillé Syensqo, mais nous avions signalé qu'on attendait que l'entreprise fasse ses preuves. Elle a toujours pas fait ses preuves, mais enfin aujourd'hui, elle est vraiment en solde, alors peut-être que malgré tout, voilà. On vient de citer évidemment un Solvay indissociable de Syensqo. Quel est un petit peu l'état général du côté de Solvay? Mais du côté Solvay, c'est assez surprenant parce que les résultats ne sont pas bons non plus. Ils sont même assez mauvais, disons-le franchement, hein. En 2 mots, quatrième trimestre, le chiffre d'affaires recule de plus de 12%. Ça fait -9 sur l'année. L'EBITDA, cash flow brut d'exploitation, baisse de plus d'un tiers, ce qui est quand même colossal. Il est à -16 pour l'année. On remarque par contre que la marge d'EBITDA s'affiche à 20,7% sur l'ensemble de l'année, ce qui n'est pas mal. C'est plus que Syensqo, soit dit en passant, qui, comme je l'ai signalé, est tombé en dessous de 20%. Alors, 26, ce n'est pas bon non plus, l'EBITDA va encore baisser sans doute, le cash flow libre aussi. La seule bonne nouvelle, c'est que le dividende est maintenu. Ce n'est pas une surprise, c'est une tradition dans le groupe Solvay et ce dividende, 2,43 € brut, ça fait 1,70 € net, ça fait un rendement de 6% net. Pas Heu, mal. c'est pas mal du tout et Solvay est vraiment une action de rendement à défaut d'être une action de forte croissance. Syensqo n'a pas été non plus, on a bien compris. Donc voilà sans doute un soutien de cours qui n'est pas à négliger finalement. Solvay, c'est un petit peu l'ancien groupe Solvay, c'est la force tranquille sans faire d'éclat. Bon, les éclats ici sont plutôt négatifs, mais enfin, il y a un soutien à l'action Solvay clairement. Alors des résultats qui sont tombés un peu plus tôt dans la semaine, est-ce que de ce côté-là, les analystes ont pu, réajuster leur stratégie? Oui, oui, absolument. Autant on n'a rien vu de très concret chez Syensqo, autant chez Solvay ça a été actualisé et alors ce qui était assez cocasse, c'est que ça a été actualisé dans le sens négatif. Bon, les résultats ne sont pas bons, on l'a vu, mais enfin le cours a plutôt bien réagi. Les analystes, non, non, ils n'étaient pas très positifs, hein, sur Solvay, en fait. Il y avait déjà pas mal de gens qui conseillaient d'alléger ou de vendre. Conserver, il y en avait 4, maintenant il y en a 6 et il n'y en a plus que 3 qui sont à l'achat. Donc c'était pas très positif et c'est carrément négatif maintenant, alors que le cours a progressé. Les analystes sont peut-être un petit peu trompés entre Solvay et Syensqo, osons le dire. Enfin bon, on va pas le dire trop haut, pour ne pas les vexer quand même. Voilà donc pour un petit point sur, ces résultats de Solvay Syensqo. On ne peut pas faire l'impasse, Guy, évidemment, sur les résultats, d'NVIDIA qui sont sortis, mercredi. Des résultats qui semblaient supérieurs aux attentes et pourtant les marchés ont sanctionné. Alors pourquoi cette forme d'ingratitude sur des résultats qui étaient pourtant pas décevants? Non, pas décevant du tout, mais non, c'est vrai que chez Nvidia, c'est business as usual quand ils battent les attentes du marché et ce fut le cas maintenant encore. Le chiffre d'affaires, rappel en 2 mots, hein, simplement 2 mots, le chiffre d'affaires a progressé de 73% à 1 an d'écart. On s'exprime toujours à 1 an d'écart, donc le trimestre, le 4e trimestre par rapport au 4e de l'an dernier. La marge brute atteint 75%, ce qui est extrêmement confortable, faut-il le dire et effectivement, jeudi, enfin, d'abord, on a applaudi. Très bon résultat, c'est merveilleux. Et puis le cours a chuté de 5,5% jeudi. Pas de rattrapage le vendredi, -4% de nouveau. Du coup, Nvidia est à -6% depuis le début de l'année. Ce n'est pas la seule valeur technologique d'ailleurs. Enfin, c'est moins bien que le Nasdaq,
est à moins 2,4 et tandis que le Standard and Poor's, lui, est étale depuis le début de l'année, à la clôture de vendredi encore une fois. Notons quand même en passant que le Stoxx 600, donc le marché européen, est à plus 6%. Voilà une année 2026 qui commence comme 2025 avec l'Europe qui fait la course en tête. Mais bon, pour en revenir à Nvidia, hem, certains estimaient que ce n'est pas Nvidia qui a été sanctionné, c'est le marché qui ne sait pas sur quel pied danser, en fait. C'est un peu ça le problème. Oui, c'est ça, il y a toujours évidemment cette incertitude au niveau, de la technologie, de ce secteur technologique, un petit, combat, si je peux l'appeler comme ça, entre, semi-conducteurs d'un côté, logiciels de l'autre. On peut le dire comme ça, c'est un peu résumé quand même. Oui, oui, tout à fait, hein, c'est vraiment ça. Parce que, on s'est inquiété du rendement des investissements, la rentabilité plutôt des investissements, et maintenant on se demande un petit peu, c'est enfin, un petit peu non, c'est la grosse question qui agite Wall Street cette dernière semaine, quels vont être finalement les gagnants et les perdants de l'intelligence artificielle? Alors jusqu'ici, depuis le début de l'année, comme déjà, fin de l'an dernier, ce sont clairement les semi-conducteurs qui sont les gagnants, en dépit de Nvidia, plus 18% pour l'ensemble du secteur. Les logiciels, moins 22%, ce sont clairement les perdants. Un petit mot d'explication, les logiciels, ce n'est pas les logiciels de notre petit ordinateur, que sais-je. Ah bon, ce sont les entreprises qui, souvent par abonnement, propose des logiciels aux entreprises, logiciels de gestion de la comptabilité, de gestion de la relation client, de gestion des différentes choses. Les 2 grands noms souvent cités, bon, il y a SAP en Allemagne, mais il y a Wolters Kluwer aux Pays-Bas, qui, est actif dans un tas de domaines spécifiques et le Salesforce, qui est le grand nom aux États-Unis. Salesforce, donc relation client et en fait, ces 2 valeurs, vendredi en clôture, toutes les 2 étaient à moins 23% depuis le début de l'année, moins 22% pour l'ensemble des logiciels qui sont tout à fait en phase. Oui, mais il y a quand même une chose qui est à relever, c'est que ces 2 actions ont fortement rebondi. Hem, Salesforce a publié de très bons résultats. Ils ont une plateforme d'intelligence artificielle Agentforce, dont la croissance au 4e trimestre affiche 169% à 1 an d'écart. Ça marche fort bien. Les prévisions du 1er trimestre 2026 sont supérieures aux attentes, tant pour le chiffre d'affaires que pour les bénéfices. Du coup, l'action a rebondi, plus 7% sur la semaine et Wolters Kluwer, de ce côté-ci de l'Atlantique, donc le groupe néerlandais, plus 9% depuis le début de la semaine. Alors, visiblement, donc, certains ont voulu repêcher les géants du logiciel. Alors, est-ce que c'est secteur des logiciels sera vraiment le perdant, de l'année comme il l'est, au bout de 2 mois, 2026? Wall Street ne sait pas très bien sur quel pied danser, disons-le très franchement. C'est ce qui transparaît de tous les commentaires qui sont faits actuellement aux États-Unis. Oui, c'était vraiment un gros résumé de mettre les logiciels perdants d'un côté, les semi-conducteurs gagnants de l'autre. Finalement, Guy, si on doit retenir une chose de tout ça, quelle serait notre leçon du jour? Mais je dirais que la leçon du jour, c'est le fait que le marché ne sachant pas très bien où aller, même si plus 18, moins 22, jusqu'ici c'est clair, mais comme je l'ai dit, hein, on commence à se demander si on n'a pas été trop fort contre les logiciels. Hem, la leçon serait que, à défaut d'y voir clair, il serait hasardeux de tout miser sur le rouge en ignorant le noir ou inversement, comme pas mal de professionnels le conseillent d'ailleurs. La technologie américaine, oui, elle est indispensable, on ne peut pas s'en passer, mais ratissons large, n'essayons pas de choisir les vainqueurs et d'écarter les perdants. Ratissons large en attendant d'y voir plus clair. Ce serait ça la leçon du jour, si pas de l'année ou des mois à venir d'ailleurs. Oui, finalement, cette diversification reste quand même le thème central de l'investisseur. Oui, Merci oui. beaucoup, Guy, en tout cas, pour, cette, analyse et ce décryptage. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour, un nouveau décryptage de l'actualité et on Avec cède plaisir. notre place à Philippe Ledan pour une petite analyse de cette possible dédollarisation. À la semaine prochaine, Guy. À la semaine prochaine. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre contribution hebdomadaire au podcast Trends Bourse. Mon nom est Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la dédollarisation.
Dans quelle mesure le dollar va-t-il perdre sa fonction de monnaie de réserve? L'euro peut-il reprendre ce rôle? Et quel serait alors l'impact sur le taux de change euro-dollar? Depuis le début de l'année, il a souvent été suggéré que les investisseurs perdaient confiance dans le dollar en raison des frasques de Donald Trump et que cela déclencherait une dépréciation structurelle du billet vert. Par ailleurs, l'année dernière, la présidente de la BCE, Madame Lagarde, a prononcé un discours important dans lequel elle a plaidé pour un rôle plus global de l'euro. Interrogée lors de la dernière conférence de presse de la BCE sur l'impact que cela aurait sur le taux de change de l'euro, Madame Lagarde a répondu qu'une monnaie de réserve mondiale n'a pas nécessairement besoin de s'apprécier. C'est en tout cas ce qui a été observé dans le cas du dollar, qui a connu de fortes appréciations et dépréciations dans le passé. Mais là où le propos de Madame Lagarde s'égare, c'est qu'elle se réfère au mouvement du taux de change de la monnaie de réserve existante. Toutefois, si une autre monnaie telle que l'euro devenait plus courante en tant que substitut potentiel du dollar, la demande pour cette monnaie augmenterait dans un premier temps et la demande pour le dollar diminuerait. Cela conduit inévitablement à une dépréciation du dollar par rapport à la monnaie en question, en l'occurrence l'euro. Mais dans quelle mesure cela se produit-il réellement? Si l'on considère les réserves des banques centrales du monde entier, la part du dollar a effectivement diminué ces dernières années. En 2020, près de 62% des réserves de change mondiales étaient encore constituées de dollars. Aujourd'hui, cette proportion est de 57%. Il s'agit d'une baisse significative, mais le dollar représente toujours plus de la moitié du total. De plus, l'euro n'en a pas vraiment profité. En effet, la part de l'euro dans les réserves de change mondiales est restée bloquée autour de 20%. L'euro n'a donc pas pu s'imposer comme une alternative au dollar, du moins pour l'instant. L'économiste américain Kenneth Rogoff a récemment publié un livre dans lequel il évoque le risque que le dollar perde son statut de monnaie de réserve. Mais en même temps, il estime que l'euro est loin d'être prêt à assumer ce rôle. L'un des éléments qu'il a cités à cet égard est que, selon lui, le pays qui domine d'un point de vue militaire possède généralement aussi la monnaie dominante. Eh bien, en 2025, les États-Unis représenteront encore 36% du total des dépenses militaires dans le monde, perpétuant ainsi leur statut de première puissance militaire. L'Europe, après des années de sous-investissement militaire, rattrape son retard, mais avec 20% des dépenses militaires totales, elle reste à la traîne des États-Unis. Pour l'instant, l'Europe semble donc encore trop faible en tant que puissance géopolitique pour prétendre à posséder la monnaie de réserve. Une autre condition nécessaire est que la zone économique émettant la monnaie de réserve dispose d'un marché des capitaux suffisamment important et profond pour fournir aux utilisateurs de la monnaie de réserve les outils nécessaires pour investir dans celle-ci. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Le rapport Draghi, entre autres, plaide fortement en faveur de la création d'un marché des capitaux unifié en Europe qui permettrait aux entreprises de lever plus facilement des fonds tout en augmentant les possibilités d'investissement pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cela nécessite entre autres une harmonisation réglementaire. Alors, pour rester bref, l'union des marchés des capitaux est à l'ordre du jour depuis de nombreuses années, mais peu de progrès ont été réalisés. La BCE a récemment pris une décision qui pourrait renforcer quelque peu le statut international de l'euro au travers de l'extension des lignes de liquidité pour les banques centrales situées en dehors de la zone euro. Cela devrait faciliter l'utilisation de l'euro en dehors de la zone euro, mais en fin de compte, ce n'est qu'un petit élément par rapport à la nécessité d'intégrer les marchés financiers européens. Par ailleurs, les Américains, ils ne restent pas inactifs. Le gouvernement américain encourage par exemple activement la création de stablecoins libellés en dollars. Il s'agit essentiellement de crypto-dollars utilisés pour effectuer des paiements via une blockchain. Il s'agit donc de faciliter les paiements en dollars à l'étranger. Plus il y a de stablecoins en dollars créés, plus il y a de la demande pour le dollar. Or, à l'inverse, la Banque centrale européenne, elle est pour sa part actuellement pas un grand amateur de stablecoins en euros. Vous l'avez donc compris, l'euro a encore du chemin à faire pour rivaliser avec le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Mais au fur et à mesure que des mesures seront prises dans ce sens, la demande d'euros pourrait alors augmenter progressivement et à plus long terme, cela entraînera une certaine dépréciation du dollar par rapport à l'euro. Malheureusement, cela ne dit rien, ou en tout cas pas grand-chose sur l'évolution à court terme. Malgré Trump, le dollar est resté une valeur refuge. On l'a vu ces dernières semaines. La volatilité accrue des marchés financiers a provoqué un léger rebond du billet vert. Bon, on continuera donc à suivre la situation de près. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.
Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.